Bien, écoutez, on va commencer. Merci à tous de votre présence. Pour ceux que je n'ai pas vus depuis le début de l'année, je vous souhaite une très bonne année 2025 à vous tous, une bonne année à notre Académie de Marine, et qui a déjà commencé ses activités donc par des conférences passionnantes. Celle-ci, grâce à Cyril, va l'être aussi sûrement. Je vais vous laisser, Cyril, vous présenter, mais vous êtes bien connu de l'Académie de Marine, plusieurs fois récompensé pour vos ouvrages, et vous allez nous parler de l'innovation. Peut-être juste, avant de vous passer la parole, un petit clin d'œil, parce qu'il y a quelques semaines, effectivement, sur ce thème de l'innovation également, j'étais à Marseille, au centre Tangram, mais figurez-vous qu'un cardinal, donc le cardinal Aveline, donc a reçu le pape à Marseille il y a un peu plus d'un an maintenant, est venu devant un bel auditoire parler d'innovation. Comme quoi l'innovation mène le monde, et il a tenu 45 minutes pour nous expliquer comment, à l'origine du christianisme, cette religion était innovante. Donc comme quoi, vous voyez, alors je ne sais pas, le thème va être extrêmement différent forcément, mais bon, un petit clin d'œil quand même, comme quoi effectivement l'innovation est partout, mène le monde, et effectivement, est l'essence même de nos civilisations. Et Cyril, je vais vous laisser vous présenter, et puis voilà, nous présenter aussi vos travaux et vos points de vue sur ce sujet extrêmement important. Merci. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on va essayer de réchauffer l'atmosphère de cette salle, déjà, parce qu'on est un peu glacé. Je vais essayer d'articuler mon propos, de tenir en tout cas les quelques idées que je vais vous livrer, d'essayer de tenir ça en 3 quarts d'heure, 1 heure, pour qu'on puisse avoir des échanges ensuite plus approfondis sur tel ou tel point. Alors, l'innovation, effectivement, ce que Jean-Emmanuel Sauvé soulignait, je vais rebondir là-dessus d'abord sur cette intervention du cardinal sur l'innovation et le fait que l'innovation fait partie de nos civilisations. Et un de mes points d'interrogation et une des trames, en fait, de cette intervention cet après-midi, c'est justement la question pour notre civilisation européenne, de savoir si on est toujours en capacité d'innover, si on est toujours en capacité d'accueillir de l'innovation, et si on est toujours en capacité, c'est peut-être la question centrale d'ailleurs, de faire passer à l'échelle les innovations qu'on est capable de générer. Mais je voudrais commencer cette intervention par, comme je commence à avoir un âge vénérable, par le souvenir de mon entrée dans la marine qui remonte à 2007. Et 2007, en fait, donc on a l'impression que c'est très très loin de nous. C'est un autre monde d'ailleurs, d'une certaine manière. Et c'est en même temps, 2007 suit 2008, assez logiquement. Et 2008, je pense que dans quelques années, dans 20 ans, 30 ans, quand les historiens se pencheront sur notre époque, ils identifieront l'année 2008 comme une année bascule. Une année bascule parce que c'est l'année de la crise financière mondiale. C'est la première fois depuis la période, pour faire simple, des grandes découvertes, et donc du siècle de domination occidentale qui s'ouvre avec les grandes découvertes, que l'économie mondiale redémarre par un État qui n'est pas occidental, la Chine. 2008, c'est donc aussi le moment où les États-Unis prennent conscience qu'ils ont un rival systémique qui est la Chine. C'est l'année où les États-Unis prennent conscience qu'ils ne sont plus en capacité, qu'ils ne veulent plus aussi, d'une certaine manière, assumer le rôle de gendarme du monde. Et donc, quelques temps plus tard, on aura le pivot vers l'Asie d'Obama. Donc, où les États-Unis se disent « on a un rival systémique, il est dans le Pacifique, et on n'a plus la capacité d'être présent partout ». Ça, c'est 2008. 2008, c'est aussi l'année de la guerre entre la Russie et la Géorgie. On l'a oublié, mais c'est le moment où finalement, cette année, marque de façon assez symbolique et assez symptomatique le passage pour un certain nombre de puissances dans le monde d'un prisme qui est essentiellement géopolitique. C'est-à-dire que la Chine, ça faisait déjà un petit moment, mais entre
Deng Xiaoping et Xi Jinping, on voit une différence de nature. Deng Xiaoping était concentré sur le développement économique de son pays. Xi Jinping, le géopolitique prime l'économie. La Russie, le géopolitique a toujours primé l'économie. Mais les États-Unis, à partir de 2008, le géopolitique prime l'économie. Et finalement, il n'y a qu'une ère, une sphère dans le monde qui ne change pas à ce moment-là, c'est l'Union européenne, qui reste et qui poursuit sur son ère, en se disant que nous sommes toujours dans la mondialisation heureuse, que ça durera encore des années et que l'économie prime le politique. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Voilà un petit peu pour l'ouverture, parce que je pense que 2008, elle marque vraiment une césure. C'est le moment où on a un grand décrochage entre les États-Unis, pour prendre des modèles de civilisation et de développement et d'économie comparables. 2008, c'est le moment où le décrochage s'opère entre les États-Unis et l'Union européenne, et qui ne va cesser, où le fossé ne va cesser de s'élargir, en réalité. Je vous donnerai des chiffres précis, mais sur le produit intérieur brut, c'est particulièrement frappant si on prend le recul entre 2008 et aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, cette année 2008, donc, elle marque une bascule, et on en arrive à un point où aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, Europe, c'est de savoir si, et c'est quand même assez vertigineux quand on se repose, quand on se retourne dans l'histoire, c'est est-ce que nous serons encore en capacité de générer de l'innovation, de faire en sorte que cette innovation puisse se développer, mais surtout de pouvoir passer à l'échelle toute une série d'innovations, et donc de pouvoir compter sur des solutions souveraines à l'avenir. Ce qui est une rupture, le fait de se poser cette question est quand même une rupture fondamentale, puisque depuis l'époque des grandes découvertes, on a toujours su, sur notre continent européen, générer des innovations, opérer des révolutions, qu'elles soient économiques, techniques, scientifiques, qui nous ont permis de rester au premier plan. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir si on va être en capacité toujours de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je vais articuler mon propos en 3 temps autour de l'innovation. Premier temps, est-ce qu'on est toujours innovant en Europe, France et Europe, hein. Deuxième point, est-ce qu'on est en capacité, notamment pour nos marines nationales, mais aussi les industriels, d'accueillir ces innovations, parce que c'est aussi une des questions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toute une série d'innovations qui sont en périphérie de votre activité, mais il faut pouvoir les apprivoiser et les mettre en œuvre à bord des bateaux et de votre organisation. Et puis troisième point qui me paraît le plus problématique, et en tout cas où il y a le plus d'interrogations, c'est est-ce que nous sommes en capacité encore en France, en Europe, d'opérer des passages à l'échelle, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que l'on invente, les innovations qu'on met en place, atteignent un stade de maturité suffisante et une taille suffisante pour nous mettre en capacité de pouvoir compter à l'avenir sur des groupes, sur des acteurs économiques qui nous permettront d'avoir des solutions souveraines, qu'elles soient françaises, à la limite européennes, mais qu'elles ne viennent pas de Chine ou des États-Unis. Et aujourd'hui, c'est quand même la question qui se pose. Alors, premier point, sur est-ce qu'on est toujours innovant aujourd'hui. Je vais reprendre mon entrée dans la marine 2007. 2007, j'entre dans la marine. À l'époque, donc, je suis recruté par la direction centrale du commissariat de la marine, qui a disparu depuis. Donc le monde a changé. Mais je rencontre donc cette même année de 2007-2008, un réserviste opérationnel, on est rue Royale à l'époque, réserviste opérationnel du nom de Yanis Swamy, qui travaille, donc moi je suis affecté au bureau, à l'époque ça s'appelait DREM, je suis un spécialiste du droit de la mer, donc ça s'appelait DREM, et donc qui est devenu DMOA. Ce bureau droit de la mer travaille avec des réservistes opérationnels, et notamment ce jeune homme, Yanis Swamy, qui, en 2008, compte monter une boîte, compte monter une start-up sur le traitement des données numériques maritimes. Cette boîte qu'il fonde la même année, qui s'appelle Cinet, il la centre au départ essentiellement sur des activités de défense. C'est l'essentiel de l'activité qu'il imagine. Résultat,
parce qu'on connaît nos processus de financement qui sont compliqués dans la défense avec la DGA, etc., etc. Résultat, il se plante, il remonte sa boîte, il a centre sur des activités civiles, et aujourd'hui, il est à la tête d'une centaine de salariés, il est en Normandie, il est classé dans les champions de la croissance des Échos régulièrement, et cette intuition qu'il avait que le traitement des données numériques maritimes, c'est-à-dire toutes les données qui viennent des satellites, bouées acoustiques, etc., et de les retraiter, de les analyser et d'en proposer une analyse pour ses clients qui peut être aussi bien des armateurs que des opérateurs de champs de parcs éoliens, etc. Cette intuition qu'il avait dès 2008, elle s'est concrétisée, il a su innover, il a su faire grandir cette société. Et loin d'être un cas isolé, Yanis est en fait à l'exemple et à l'image de toute une série de jeunes qui sont présents sur tout notre territoire. Moi, j'ai été très frappé de ça. J'ai été à l'initiative de la création de l'index des startups du maritime, donc qui est hébergé par le cluster maritime français. On a eu la 2e édition cette année. Cet index qui a pour but de recenser l'essentiel des startups qui peuvent exister dans le domaine maritime, dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien le numérique que la robotisation, que l'aquaculture, les biotech. Et donc d'avoir un index qui permette chaque année de mettre en avant 5 startups par domaine d'activité pour les faire connaître en réalité des financiers qui sont majoritairement en région parisienne. Parce que la grosse difficulté des startups du maritime, c'est qu'elles sont situées, ce qui est assez logique, sur le littoral, et donc elles sont très éloignées des fonds d'investissement qui sont majoritairement, ou des banques même, qui sont majoritairement centrées en région parisienne. Cet index, donc la 2e édition, on l'a tenu en décembre. J'ai été très frappé, on a reçu sur la première édition 160 candidatures. On a un jury qui est composé de tous les acteurs qui peuvent compter dans le domaine maritime, puisqu'on a à la fois pour la Marine nationale le sous-chef plan prog, on a des représentants des pôles mer Bretagne, pôle mer Méditerranée, on a évidemment des représentants du GICAN, la BPI est dans le jury aussi. Donc on a une variété de profils dans le jury qui permettent de jauger à la fois de l'innovation des startups, ce qu'on a introduit aussi, parce qu'on vous laisse différencier du fameux classement des startups, le Next 40, qui ne prend en compte que l'innovation et la levée de fonds. Nous, on a mis au point des critères financiers qui permettent de jauger du chiffre d'affaires, du revenu récurrent des startups, et donc d'avoir des critères qui soient à peu près fiables aussi. Et donc, on a vu apparaître en réalité une capacité d'innovation, de création, et d'une certaine manière que notre pays était aussi une nation d'entrepreneurs. Puisque donc je vous disais, la première édition, on a reçu plus de 160 candidatures, on en a sélectionné 35 par domaine. La 2e saison, on a percé on est au-delà de 200 candidatures, on en a sélectionné 40 au final. Et avec des activités qui sont extrêmement différentes et qui illustrent finalement à la fois la capacité d'innovation des jeunes générations et puis leur capacité à imaginer des choses assez extraordinaires. J'en prendrai juste quelques exemples, je ne vais pas vous citer ou détailler les 40, mais et des boîtes qui ont grandi de façon assez intéressante et assez importante. Vous avez peut-être entendu parler de cette société qui s'appelle Osmosun, qui est maintenant cotée en bourse. Cette société qui réalise du dessalement d'eau de mer à partir de panneaux photovoltaïques. Bon, ça, c'était une start-up qui a grandi en une vitesse absolument phénoménale. Vous avez une autre entreprise qui est aussi un peu dans le domaine de l'énergie, Switch Energy, qui, donc, elle, a mis au point une membrane permettant de produire de l'électricité sur la base de l'énergie osmotique et de produire de l'électricité au prix du marché dès son arrivée, dès le lancement de son prototype industriel. Donc là aussi, une start-up qui a 5 ans d'existence, qui a signé un premier contrat avec la Compagnie nationale du Rhône. Donc une floraison d'innovation, et encore une fois dans tous les domaines, puisqu'on en trouve aussi dans un domaine qui est assez peu présent en France, qui est celui de l'aquaculture. Vous avez une entreprise, une start-up comme l'Isaqua
produit des gambas sur un modèle de circuit fermé. Elle est à Saint-Herblain. Ce sont 2 jeunes qui se sont lancés sur cette histoire-là, qui sont financés par une coopérative agricole. Vous avez, alors on en parlait d'ailleurs au déjeuner, c'est amusant, sur les carburants de synthèse. Vous avez une société comme Élise, par exemple, qui là aussi a 3 ans, 4 ans d'existence et qui se lance donc sur le carburant de synthèse pour le transport maritime, mais aussi pour le transport aérien. Vous pouvez en trouver dans le domaine de la santé, des algues. On a été très frappé cette année, par exemple, par le nombre de startups qui étaient centrées sur les algues. On en a 4 dans le domaine de l'alimentation, et puis on en a 3 dans le domaine des biotech, donc qui imaginent des traitements, notamment, je pense à un traitement contre la démence, les formes de démence, donc que ce soit Alzheimer ou autre, à partir d'éléments provenant d'algues. Vous avez évidemment toute une série de choses aussi dans le domaine de la robotisation. On peut se prendre l'exemple de Forcy Robotique qu'on avait déjà sélectionné l'année dernière. Cette start-up a qui met au point des drones, et cette start-up a connu quand même une croissance assez fulgurante, puisque l'année dernière, elle était centrée sur le marché français. Aujourd'hui, elle adresse déjà le marché indonésien. Donc, elle s'est déjà internationalisée en une poignée d'années, en une poignée de mois. Et puis, toute une série d'autres entreprises. Alors, on peut citer Focina, alors, Focina, c'est une société intéressante, puisqu'elle met des capteurs sur les câbles sous-marins. Et donc, par exemple, ce qui s'est passé en mer Baltique avec un câble électrique qui a été sectionné, Focina, avec ses capteurs, est capable de filmer, d'enregistrer, de suivre en temps réel l'encre qui viendrait à couper un câble. Donc, développe des choses intéressantes. Et puis, d'autres startups, une notamment sur laquelle je reviendrai, à Agir. Donc, sur la capacité d'innovation de notre pays, sur les startups du maritime, honnêtement, on est dans une période qui est assez faste. Et puis, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on n'est pas seulement sur des créations de startups qui sont early stage, qui sont vraiment avec 2 types dans un bureau, un brevet, etc. On est sur des entreprises qui commencent déjà à avoir une bonne taille, sur des... Alors, l'analyse qu'on en a faite d'ailleurs sur le fait que ces entreprises étaient quand même globalement assez solides quand on les comparait à des startups de la tech parisienne ou autres, c'est qu'en fait la caractéristique des startups du maritime, c'est qu'elles ont dû se développer donc sur le littoral, donc assez loin des financements habituels. Elles ont eu du mal à avoir accès à un financement aisé, et donc ça les a poussées, ça les a obligées à avoir un modèle d'affaires et une rentabilité très très tôt. Sinon, elles ne s'en sortaient pas. Et donc, ça les a obligés à la fois à penser la question de la rentabilité et à constituer des équipes qui étaient plurielles aussi. C'est-à-dire que souvent, le problème des startups, c'est qu'on a un créateur qui est génial et puis qui ne sait pas très bien s'entourer de commerciaux, qui ne sait pas très bien s'entourer de gens qui sont en capacité de gérer des équipes, ce qui est beaucoup moins le cas dans les startups du maritime, où on a des entreprises qui sont donc à la fois rentables, qui ont déposé des brevets, donc qui ont déjà un acquis qui est assez important, et souvent des protos qui sont relativement intéressants. Donc cette capacité d'innovation, et ça c'est plutôt rassurant, elle est toujours présente dans notre pays. Elle est, je pense, beaucoup plus présente qu'il y a même quelques années. Moi, c'est ce qui me frappe depuis pas mal d'années, c'est qu'on a une jeunesse qui est à double visage ou à triple visage. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui a du mal à s'inscrire dans des grosses entreprises, dans des grosses structures, souvent parce on a une jeunesse qui aime bien changer de métier, ce qui est plutôt bien, qui a du mal, par contre, avec des processus hiérarchiques un peu rudes, qui lui laissent qui a besoin de capacité d'initiative. Et en fait, cette jeunesse-là, quand elle ne rencontre pas une organisation, une entreprise qui est relativement souple,
eh bien, elle n'hésite pas à partir, à prendre son risque, à créer une boîte. Et ça, c'est une différence qui est quand même assez majeure avec ma génération. Donc, je faisais mes études dans les années 90. Quand on était dans un master, hein, à l'époque ça s'appelait une maîtrise ou un DESS ou autre, mais quand on faisait un petit sondage sur quels étaient les désirs des uns et des autres, les personnes qui voulaient créer une boîte, il y en avait peut-être une, grand max, dans un master, et encore pas trop, et encore même pas. Aujourd'hui, vous prenez les écoles, vous prenez les universités, la volonté de créer sa boîte, alors avec un côté un peu illusoire aussi, en se disant je serai libre, j'aurai pas de chef au-dessus de moi, je pourrais m'organiser comme je voudrais, etc. C'est un peu illusoire parce qu'évidemment on est pris par le temps, par les responsabilités, etc. Mais en tout cas ça ne fait pas peur. Ils n'hésitent pas à se lancer et ils n'ont pas peur de se planter aussi. Ce qui est quand même assez nouveau, où on était, je pense, ma génération, on était plus rétif au risque. Donc on a une jeunesse qui est assez plurielle de ce point de vue-là, entre toute la jeunesse n'est pas comme ça, mais on a une bonne partie de la jeunesse qui n'hésite pas à créer sa boîte, qui n'a pas peur de se planter, et puis se dit, c'est pas très grave si tu me plantes, je remonterai une autre affaire derrière, ou alors je ferai autre chose. Et on a tous ce volet-là, et qui est assez précieux dans notre pays, et qui est assez nouveau, pour le coup, et donc qui est un véritable vivier, en tout cas pour l'innovation, et dans le domaine maritime, je trouve que c'est assez frappant. Donc nous sommes un pays innovant, encore, c'est plutôt rassurant. Et par certains côtés, quand on voit, pour vous donner un chiffre qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette année, donc en 2024, la France, pour les startups du maritime, est devenue la deuxième destination mondiale des investissements des fonds de capital risque, les fonds VC. Premier, États-Unis. Bon, la Chine, on n'a évidemment pas de chiffres. Et puis, les fonds de capital risque vont pas aller s'aventurer en Chine, c'est un peu compliqué. Mais deuxième destination mondiale, c'est la France. Donc, on apparaît sur la carte. Il y a des startups dans le maritime, qui ont manifestement réussi et qui ont attiré l'œil de fonds étrangers. C'est quelque chose qui peut être assez prometteur, en tout cas pour la suite. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est on est présent sur l'ensemble du spectre où se font les investissements dans le monde aujourd'hui dans les startups. C'est-à-dire que quand les fonds VC, globalement, quand on reprend les domaines d'activité où ils investissent dans le maritime, on retrouve tout ce qui est aquaculture. Alors ça, en France, on est très en retard, mais c'est un des secteurs d'investissement prioritaires des fonds aujourd'hui. Vous avez évidemment la décarbonation, transport maritime, etc. L'énergie, donc qu'elle soit renouvelable ou autre. Vous avez le secteur de la robotisation, drones, compagnie. Le secteur du numérique, qui est absolument considérable, qui est absolument crucial aussi parce que, en fait, le numérique, toutes les données numériques maritimes étaient restées un petit peu en dehors du spectre des grands géants, Google, etc., parce qu'ils connaissent assez mal ce secteur-là. Là, on voit qu'ils commencent à s'y intéresser de très près, et que le traitement de ces données numériques maritimes est un marché pour eux qui est en train de se développer. Alors, on a des startups qui se développent sur ce secteur-là, mais, et ce sera un des éléments que j'évoquerai dans la troisième partie, il s'agit qu'on soit particulièrement attentif sur le devenir de ces startups, parce qu'on peut très bien se retrouver dans les mains d'acteurs étrangers dans ce domaine-là, sur le traitement des données numériques maritimes, et on a un travail qui est assez considérable à faire si on veut préserver notre capacité de décision dans ce domaine. Et puis les autres secteurs d'activité sont un peu ceux que j'ai cités, c'est-à-dire les biotech, donc tout ce qui est santé, cosmétique, etc. Et donc la France est présente à peu près dans tous ces secteurs-là. On a des startups qui sont présentes à peu près dans tous ces secteurs-là. Et donc sur la capacité d'innovation de notre pays, c'était mon premier point, on peut être plutôt globalement satisfait. Je pense que ce sera intéressant d'ailleurs pour vous, Académie de Marine, à un moment je pourrais vous faciliter la tâche là-dessus, de faire venir quelques-unes de ces startups de l'index. Vous pourrez comme ça échanger avec elles sur un secteur d'activité, deux secteurs d'activité, de voir un petit peu ce panorama des startups. C'est assez intéressant et c'est assez bluffant.
Mais un des deuxièmes points, c'est-à-dire qu'un pays peut être innovant, ça c'est une chose, la France est innovante, ok, on a gardé ça. La question c'est après, comment est-ce que les grosses organisations sont en capacité d'accueillir l'innovation? Je reprends mon entrée dans la marine en 2007, et en 2007, ce qui m'avait beaucoup frappé, et ça n'a pas changé depuis, c'est que dans la marine, mais comme ailleurs, on était toujours confronté à deux choses. Il y avait d'un côté la révolution permanente, il faut être innovant, il faut changer, il faut se transformer, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il y avait on a toujours fait comme ça. Et il y a toujours cette tension entre les deux. Et en fait, je trouve que c'est assez rassurant et positif qu'il y ait les deux. Et que c'est une des conditions, finalement, pour faire en sorte que l'innovation puisse bien se développer dans une organisation qui est complexe, comme celle de la Marine nationale, mais comme celle de grands industriels ou de grands acteurs économiques. Il faut effectivement être ouvert à l'innovation, il faut effectivement revoir ces processus, mais il faut effectivement aussi poser les choses et dire on a toujours fait comme ça, et donc est-ce que ce que vous m'apportez aujourd'hui, votre innovation, elle vaut vraiment le coup? Et l'interroger. L'interroger, est-ce qu'elle apportera un plus par rapport à un processus où on a toujours fait comme ça? Il faut le balancer. Parce que l'innovation pour l'innovation, la rupture pour la rupture, ça peut être aussi quelque chose d'assez problématique. Ça peut casser des tas de choses. Alors dans la marine, on a un exemple fameux qui est celui de la jeune école, évidemment, de l'amiral Aubé, où on a, je caricature, mais en gros, on a voulu faire une rupture complète dans nos forces navales, le format de nos navires, etc. Et ça s'est révélé plutôt une catastrophe. Donc il faut être en capacité de bien nouer les deux. Alors ce qui est pas évident pour une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, parce que des grosses entreprises ou les industriels ou un armateur ont exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire que plus vous êtes une organisation importante, plus vous avez de la complexité dans vos processus, et c'est assez normal. Alors quand, en plus, vous êtes marine nationale, vous avez aussi, on l'évoquait à déjeuner, mais vous avez à gérer des centrales nucléaires, donc il y a toute une série de processus qui se justifient totalement et qui rendent les choses, donc qui rendent l'organisation complexe. La difficulté, c'est de pouvoir continuer à accueillir des choses qui viennent de l'extérieur, des innovations, et de ne pas passer à côté. De ce point de vue-là, je trouve que justement avec cet équilibre entre une partie de la marine qui nous pousse à innover, à accueillir l'innovation, et de l'autre côté, une partie de la marine qui interroge ça avec scepticisme, ça nous permet d'avoir un bon équilibre. Ça nous permet d'avoir un bon équilibre. Alors je ne dis pas qu'on ne passe pas à côté de certaines choses, mais alors sans doute aussi les événements nous y ont poussé. Je pense à la mer Rouge, des choses comme ça. Mais on est en capacité aujourd'hui de tester pas mal de choses, même si ces choses ne sont pas totalement parfaites. Et ce qui est plutôt important dans la période dans laquelle, qui s'ouvre devant nous. Alors je prends un exemple très concret. Le Charles de Gaulle qui part pour sa mission avec des data hubs, en embarquant aussi des startups type Aegir, donc Aegir qui fait en fait de la fusion de données pour permettre au Pacha et aux différents opérationnels, en fait, dans le flux de données qui arrivent de l'extérieur, de pouvoir trier celles qui sont pertinentes, importantes, prioritaires, pas prioritaires, etc. Donc de pouvoir, dans le cadre d'une mission traditionnelle, etc., de pouvoir embarquer des éléments qui ne sont pas totalement finis. Aegir est une start-up qui a 1 an d'existence. De pouvoir tester ça est quelque chose d'important parce que le problème de l'innovation aujourd'hui, c'est qu'elle est extrêmement rapide, que elle ne sera jamais, et que surtout on est sur des solutions qui sont incrémentales, et donc où en fait vous avez des choses qui sont pas parfaites et qui vont se perfectionner au fur et à mesure des rétextes du terrain et au fur et à mesure de l'usage. Et
ça, c'est une grande difficulté qu'on a, nous, Européens, là-dessus, par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, notamment. C'est que les acteurs américains comme les acteurs chinois n'ont aucune difficulté à mettre sur le marché, si on prend l'exemple automobile, des Tesla ou des automobiles ou des MG, etc., pour la Chine, dont les logiciels ne sont pas encore totalement parfaits, mais qu'ils amélioreront au fur et à mesure que ces voitures rouleront. Et ça, c'est une culture que nous, Européens et Français, n'avons pas. On a plutôt une culture d'ingénieur qui met sur le marché quelque chose une fois que ce produit est définitivement parfait. Sauf que le problème, c'est quand vous faites ça, et ça c'est vraiment une question de culture et de changement de culture aussi à opérer, c'est quand vous faites ça, l'innovation est tellement rapide aujourd'hui, c'est que si vous attendez que l'objet soit parfait, et bien souvent vous êtes dépassé, parce que cet objet, quand il arrive sur le marché, il y en a un autre qui est encore plus, qui est encore plus efficace. Et donc vous avez besoin d'être dans une espèce d'innovation permanente, en tout cas de tester des innovations en permanence pour pouvoir être au rendez-vous et pour pouvoir les améliorer en permanence. C'est important aussi de pouvoir les tester parce que, si je prends l'exemple du Charles de Gaulle, qui embarque donc différentes choses, vous avez besoin de les tester sur le Charles de Gaulle pour pouvoir anticiper la suite, pour pouvoir anticiper le PANG, parce que avoir des innovations, c'est bien, mais des innovations, même si c'est de la donnée, ça suppose des serveurs, ça suppose de la place, et ça suppose de pouvoir anticiper toute une série de conséquences sur le PNG. Est-ce que vous aurez la place pour mettre ça? Est-ce que finalement vous n'aurez pas de place? Et est-ce que ce data hub est réellement important? Est-ce que vous pouvez trouver des solutions qui soient assez différentes? Est-ce que les innovations que vous embarquez à bord, est-ce qu'elles vont résister à 30 jours, 40 jours de mer, à un temps qui est un peu compliqué, à une salinité qui va être plus forte? Vous avez besoin de les tester en permanence pour pouvoir justement faire des choix qui vont définir ensuite votre marine. Et ça, c'est toute la difficulté, et je pense qui se rapproche pour la Marine nationale, mais qui se rapproche sûrement de gros industriels dans le privé, EDF par exemple avec ses centrales nucléaires, c'est que pour la Marine nationale, comme des grands industriels, vous pensez votre investissement et vous avez des structures qui vont durer 30, 40, 50 ans. Et quand vous avez 30, 40, 50 ans de durée de vie, il faut que vous puissiez avoir à bord une capacité de faire évoluer votre système, à la fois vos systèmes d'armes, vos circuits, vos logiciels, etc. et être en capacité d'accueillir en tout cas suffisamment de nouveautés dans votre navire tout au long de ces 30 ou 40 durées de vie. Et ça, et pour le savoir, et notamment quand vous vous lancez dans un successeur du Charles de Gaulle, vous avez besoin de tester en amont pas mal de choses pour savoir un petit peu comment les briques vont s'assembler. Et ça, la marine est en capacité de le faire de ce point de vue-là. Il y a une chose sur laquelle on a pas mal évolué aussi et qui est importante, parce que c'est vrai qu'on est une armée finalement, si on se compare à l'armée de terre, qui est assez... moi, ça m'a beaucoup frappé quand je suis rentré dans la marine, mais qui est une armée assez techno. On met en avant nos bateaux, et ensuite, il y a l'équipage. Ensuite, il y a les hommes. Et en fait, l'armée de terre, c'est souvent l'inverse dans la présentation. Et la formation des marins est quelque chose d'absolument décisif pour être en capacité d'accueillir l'innovation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les meilleures idées du monde, si vous n'avez pas formé vos marins, si vous n'avez pas assuré une formation en continu aussi, alors à la fois pour qu'ils se saisissent de ces innovations et qu'ils vont extrêmement vite. Et donc, si vous ne leur avez pas assuré un socle minimum commun pour savoir accueillir ces innovations, savoir les faire évoluer, savoir à la fois les comprendre, mais les faire évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est absolument décisif, parce que si vous perdez une partie de la maîtrise de ces innovations, très vite, vous serez complètement perdu et vous ne saurez pas forcément quelle solution choisir.
un deuxième point un autre point qui est important et je trouve sur lequel on a pas mal évolué au niveau de la Marine nationale, c'est qu'on a des innovations aujourd'hui qui sont de plus en plus des innovations duales, c'est-à-dire qui sont à la fois valables pour le civil comme pour le militaire. Donc on a besoin, alors je prenais l'exemple de ces capteurs de Focina qui vont sur des câbles sous-marins, mais vous avez des tas de solutions qui aujourd'hui, vous prenez les capteurs de TrackSense par exemple qui se mettent sur des conteneurs, qui permettent de suivre à la fois ces conteneurs, mais aussi de savoir s'ils ont été ouverts, fermés tout au long du trajet. Bon, bah, c'est des choses qui, donc c'est des choses civiles, mais qui nous intéressent, nous, marins, parce que ça peut, dans le cadre de notre lutte contre le narcotrafic. Donc vous avez toute une série de solutions qui sont civiles et qui, en fait, vont nous intéresser. Et ce partenariat, cet échange avec le monde civil, avec que ce soit la marine marchande, les armateurs, mais bien au-delà, a été considérablement relancé et fonctionne plutôt pas mal. Il est encore perfectible, mais on a de plus en plus d'échanges. Et je trouve que c'est quelque chose qui est absolument décisif pour la suite, c'est-à-dire pour accueillir l'innovation, parce qu'il faut à la fois pouvoir échanger sur ce que certains découvrent, dont ils vont nous faire part, et puis pour avoir des rétextes et des tests sur telle ou telle innovation. J'ai été assez frappé du fait que, par exemple, une start-up comme Alice et Bob, qui est sur le quantique, l'ordinateur quantique, travaille aussi bien avec la Marine nationale, dans le cadre de son ETO avec la DGA, mais travaille aussi avec les armateurs et va travailler notamment très prochainement avec CMA, CGM. Donc on a comme ça ces solutions duales, et le fait de pouvoir échanger les uns les autres, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir accueillir l'innovation, parce que des solutions civiles vont apporter aux militaires, et ainsi de suite. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'on a plutôt bien évolué, mais il y a un point sur lequel, honnêtement, je ne suis pas extrêmement optimiste quand on regarde en arrière. C'est sur la capacité qu'on a en France, mais en Europe, à faire monter en gamme toutes nos innovations, toutes nos créations, et donc à ne pas dépendre au final d'acteurs étrangers. Je reprends mon année 2008. J'avais dit que je vous donnais des chiffres du PIB. C'est assez vertigineux quand on compare. Depuis l'année 2008, la croissance du PIB de la zone euro a été de 6%. Alors, il y a eu la période Covid, etc. 6% depuis 2008. États-Unis, 82%. 82%. On était... Globalement, l'Union européenne la zone euro avait quasiment rattrapé en croissance les États-Unis avant la crise financière, depuis la réunification du continent. Et depuis, il s'est produit une divergence absolument faramineuse. Et divergence qui se marque, et ça c'est assez frappant aussi, dans les 7 premières capitalisations boursières, quand on compare les deux ensemble. Alors aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Les 7, c'est un terme américain, c'est pas moi. Les 7 magnifiques, les 7 premières capitalisations boursières aux États-Unis aujourd'hui, c'est Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla et Nvidia, semi-conducteurs GPU qui fonctionnent qui sont indispensables pour l'intelligence artificielle. Donc que des nouvelles entreprises, alors qui se sont créées dans les années 2000, mais qui aujourd'hui occupent les premiers rangs aux États-Unis. Et quand on compare avec les 7 premières capitalisations boursières en Europe, numéro 1, on a Novo Nordisk, donc laboratoire pharmaceutique. Numéro 2, LVMH, le luxe. Numéro 3, ASML. Alors ça, on est dans les nouvelles techno, puisque c'est cette boîte hollandaise qui permet de graver les semi-conducteurs. Donc ça, c'est une pépite que nous avons. Numéro 4, SAP, le fournisseur de logiciels allemand bien connu. Numéro 4, Hermès, luxe encore. Ensuite, Roche, santé.
ensuite Nestlé. On voit cette divergence qui s'est opérée, c'est-à-dire depuis 2008, les États-Unis se sont profondément transformés, la Chine c'est exactement la même chose, et l'Union européenne n'a pas été en capacité de générer des géants à l'image des États-Unis. Alors c'est d'autant plus frappant que quand on regarde en arrière, quand on regarde ces années 2000, en fait, on avait imaginé et on avait créé les mêmes boîtes qu'aux États-Unis. J'ai pris ces années-là, ça m'a frappé. Aujourd'hui, le réseau social professionnel majoritaire, c'est LinkedIn, fondé en 2003. En France, un an après, on avait créé exactement le même réseau social professionnel, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Viadeo. Mais on a été incapable de le faire monter en gamme. Mais ça fonctionnait exactement pareil. Moi, je me souviens, je m'y étais mis au départ pour tester, voir un peu ce que ça donnait. Le vainqueur, au final, est LinkedIn. Viadeo a disparu. 2005, on a la création de YouTube. La même année, 2005, on a la création de Dailymotion, français. Même fonctionnement. Vidéo sur des plateformes, etc. etc. Dailymotion est aujourd'hui la propriété du groupe Canal+, mais a complètement perdu la bataille face à YouTube. Donc en fait, on a été à chaque fois en capacité de créer l'équivalent de ce que faisaient les États-Unis, mais on a été dans l'incapacité de les faire grossir. Et cette incapacité-là, alors je vais venir sur des analyses et puis surtout des remarques sur qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et une des grandes... et ces mêmes années 2000, elles sont importantes parce qu'en fait, elles expliquent exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde l'intelligence artificielle, et donc l'intelligence artificielle générative, etc., en fait, elle se gagne, et ça c'est assez frappant, cette même année 2008. Parce qu'en 2008, vous avez la création de Google Cloud. Donc cette fameuse informatique dans les nuages, vous savez, où toutes les données numériques étaient hébergées sur des serveurs. Ensuite, elles sont hébergées par des géants du numérique. Et Google Cloud est fondé en 2008. Microsoft Azure, même topo, le cloud, 2008 aussi. Amazon Web Services, la filiale cloud d'Amazon, c'est 2006. Donc les trois géants qui dominent le cloud, donc qui détiennent les données numériques, elles sont fondées dans ces années-là. Et ensuite, sans surprise, puisque vous avez des données en masse, eh ben vous pouvez faire naître l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative d'OpenAI. Et donc ça veut dire que 2008, c'est vraiment une césure. L'Union européenne a décroché. L'Union européenne a décroché et n'a pas vu l'impact de la donnée numérique et n'a pas su faire émerger des entreprises qui étaient en capacité d'occuper différents secteurs. Et alors, c'est d'autant plus... là, on le paye, en réalité, aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on l'évoquait au déjeuner sur les robots industriels et l'automatisation qu'il y a dans l'industrie. Ces robots industriels, quand on regarde les courbes de croissance, depuis 10 ans, ils ne cessent de se déployer, ils sont de plus en plus efficaces, et on en voit, pour l'essentiel, en Asie. Aux États-Unis, c'est en train de se déployer de façon très importante. En Europe, quelques pays, Allemagne, Italie, France pas trop, on est assez en retard. Et ces robots industriels, ils sont de plus en plus efficaces, parce qu'ils sont de plus en plus à base, évidemment, d'intelligence artificielle. Et donc, le fait d'avoir raté le virage du cloud, le fait d'avoir raté, et donc de ne pas être en capacité de générer une intelligence artificielle efficace, fait que vous avez des robots industriels qui sont beaucoup moins efficaces, et surtout, vous n'êtes pas en capacité d'en produire. Et ça se retrouve, ensuite, vous le payez cher, dans l'industrie. Et dans l'industrie, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe, est quand même assez vertigineux, c'est-à-dire que nous avions conservé, donc nous n'étions pas présents en Europe sur les secteurs d'avenir, nous n'avions pas les 7 magnifiques, mais nous avions conservé des acteurs industriels de premier plan. Et on s'aperçoit, depuis
quelque temps que ces acteurs industriels de premier plan sont en train aussi de vaciller. Alors, il y a des questions d'énergie, de prix, de coût de l'énergie. Quand vous êtes dans la chimie, par exemple, quand vous êtes dans la sidérurgie, ça a un impact fort. Mais vous avez surtout une question aujourd'hui qui est aussi sur l'innovation. C'est-à-dire que sur l'automobile, qui était un secteur absolument majeur dans le cadre de l'Union européenne, et les constructeurs européens étaient très présents, nous sommes en train de nous battre avec des concurrents, qui soient américains comme Tesla ou les constructeurs automobiles chinois, qui sont beaucoup plus efficaces et performants que nos constructeurs européens. Et quand on prend secteur par secteur, on est en train de connaître des fragilités sur quasiment tous les secteurs industriels traditionnels européens. Donc on est confronté aujourd'hui à quelque chose d'assez vertigineux, puisque nous n'avons pas été en capacité de faire émerger des géants sur l'économie de l'avenir, et nous sommes en train de voir s'éroder nos géants sur l'économie qui était un peu solide. Alors on ne va pas dire celle d'hier, parce que c'est une économie qui est toujours importante, celle de la construction automobile, la construction navale aussi évidemment. Et on se retrouve un peu à un carrefour, c'est-à-dire que nous avons des fragilités de tous les côtés. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui d'inverser cette courbe, de changer, de nous transformer? Ça, en fait, la réponse, je pense qu'elle va être assez rapide, parce que cette réponse, elle ne peut être que politique, et elle ne peut être qu'à l'échelle du continent européen. Mais elle suppose, cette réponse, d'admettre, et c'est pas évident pour nous, Européens, qui avons été au centre du jeu de l'histoire mondiale depuis les grandes découvertes, d'admettre que nous sommes, de nous regarder en fait tels que nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est que nous sommes devenus une région périphérique. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'Asie et les États-Unis. Et nous sommes assez périphériques par rapport à ça. Que nous sommes finalement, en tout cas, encore innovants, certes, mais qu'on compte de moins en moins, et on est vu par les États-Unis comme par l'Asie, que ce soit la Chine ou le Japon, beaucoup plus comme un marché que comme une puissance. On n'est plus, et même le fait d'être un marché se dégrade aussi de plus en plus, puisque nous n'avons plus de capacité à imposer nos normes comme on l'avait fait dans le cadre de la mondialisation, où on était un marché suffisamment important à l'échelle mondiale pour imposer des barrières à l'entrée pour nos concurrents. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à prendre conscience de ça, c'est-à-dire à prendre conscience que nous ne jouons plus, pour l'instant, en tout cas, dans la même cour que la Chine ou que les États-Unis. À partir du moment où on a considéré ça, il y a quelques petites choses qu'il va falloir changer. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui m'a frappé, c'était un chiffre récent. Les entreprises chinoises ont accès aujourd'hui à 95% des appels d'offres publics européens. Les entreprises européennes ont accès à 5% des appels d'offres publics chinois. Eh bien ça doit changer. Ça doit changer, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité aujourd'hui de dire on a le droit, comme l'a fait la Chine, et comme elle le fait toujours, comme le font les États-Unis et comme ils le font toujours, nous avons le droit de protéger nos acteurs européens, français, et de restreindre les marchés, et de donner la priorité aux solutions françaises, à minima européennes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et j'ai vu que ce qui était assez intéressant, c'est que Carlos Tavares, avant qu'il soit débarqué de Stellantis, l'avait dit en toutes lettres, sur les batteries. Il avait expliqué dans une interview, je crois, aux Échos, que aujourd'hui, les Européens n'étaient pas en capacité de faire des batteries efficaces, que ça allait peut-être venir, parce qu'il avait fait une co-entreprise avec Mercedes et ACC pour faire naître une gigafactory dans l'Est. Et donc, c'est la raison pour laquelle il dealait avec des fabricants de batteries chinois en disant « Moi, j'ai besoin aujourd'hui de transfert de technologie, parce que je ne sais pas faire. » Eh bien, si on se remet quelques années en arrière,
La Chine, quand elle a voulu se développer, elle a imposé des transferts de technologie avec souvent des joint ventures 51-49, où donc l'entreprise locale avait 51% de la joint venture qui était créée et 49% pour l'investisseur étranger. Eh bien, ça ne serait pas aberrant qu'aujourd'hui, si on prend conscience d'où nous sommes, on opère de la même façon. Oui, nous pouvons imposer aussi d'avoir des transferts de technologie. Ce n'est pas complètement aberrant. Mais simplement, il faut qu'on arrête de se regarder comme étant toujours les Européens qu'on a été pendant 4 siècles ou 5 siècles et qu'on regarde la situation présente. Et on a besoin sur certains secteurs d'avoir des transferts de technologie parce qu'on est dépassé. Donc ça, c'est peut-être aussi un élément à réfléchir. L'autre élément, les autres éléments, en tout cas, c'est au niveau du financement de l'innovation pour le passage à l'échelle. Sur l'intelligence artificielle générative, par exemple, on a OpenAI et nous avons un acteur français, Mistral. Et quand on regarde la capitalisation virtuelle, la valorisation plus exactement de ces entreprises, pour l'instant, OpenAI est valorisé 157 milliards de dollars et Mistral 5,6 milliards d'euros. La dernière levée de fonds qu'a fait OpenAI, c'est aux alentours de 6 milliards de dollars. Mistral, 600 millions d'euros. Le différentiel est gigantesque. Mais si on prend conscience et si on fait des retours d'expérience sur ce qui s'est passé, sur les exemples que je vous donnais, Viadeo face à LinkedIn, Dailymotion face à YouTube, est-ce qu'on n'a pas intérêt européen, un mineur français, à flécher des investissements sur certaines boîtes qui sont absolument décisives pour notre avenir. Si on n'est pas en capacité d'avoir une solution à minima européenne sur l'intelligence artificielle générative, on sait, et ça va nous concerner, nous marines, ça va concerner toutes les armées, qu'on sera dans les mains d'acteurs étrangers pour ces solutions-là. Ce sera soit chinois, soit américain, mais pas européen. Donc là, il y a une question à se poser, qui est importante, et cette question, c'est maintenant. Le deuxième élément, parce que ça aussi, ça fait partie de l'avenir, c'est sur le quantique. Sur le quantique, on a aujourd'hui des startups en France qui sont dans l'avancement d'un ordinateur quantique au premier rang mondial. Je pense notamment à une startup comme Alice et Bob, qui fait la course et qui fait le match avec un acteur comme Google, sans difficulté. On a d'autres startups, d'autres solutions, hein, Candela, Pascal. La question, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire le financement. On voit, Alice et Bob, c'est aujourd'hui 30 millions de levées de fonds. C'est tout. On compare à Google, on compare à Amazon qui sont dans la course. Et là, la question, elle est identique. C'est est-ce que nous, Européens, pour le coup, on peut accepter que sur le quantique, on soit un jour dans la main d'acteurs qui ne soient pas européens? La réponse est peut-être dans la question, mais c'est maintenant que ça doit se décider. Et c'est maintenant, et c'est d'autant plus maintenant que ça doit se décider que la nouvelle Commission européenne est mise en place et elle est en train d'écrire son programme. Eh bien, si le cap et le tournant, il doit être pris maintenant. Si dans 5 ans, on n'a toujours pas bougé, on n'aura plus d'acteurs sur le quantique, on n'aura plus d'acteurs sur l'intelligence artificielle, et je ne sais pas bien où on sera. Donc ça doit être pris maintenant, et il faut... On a un peu tous les éléments pour financer des sociétés de ce type-là, comme Alice et Bob ou même Mistral. On sait assez bien les montages qui doivent être opérés, c'est-à-dire que on a pu rencontrer dans le cadre de l'index des startups du maritime des fonds d'investissement importants qui sont à l'échelle européenne, hein, comme Euraseo et compagnie. Euraseo nous expliquait que la façon dont il fonctionne, c'est qu'il regarde une entreprise à l'échelle de l'ensemble du continent européen et qu'il s'engage sur un projet à partir du moment où il y a une caution de la Banque européenne d'investissement. Et cette caution n'a pas besoin d'être importante. Ça peut être 5% de prise de participation, de co-investissement, mais c'est un marqueur, un synonyme de fiabilité. Donc en gros, c'est à peu près ce qu'on fait, nous, en France. En France, à notre petite échelle,
quand il y a une caution de la BPI, eh bien les acteurs, les fonds d'investissement y vont. Sauf que là, on a besoin d'investissements qui sont absolument colossaux et qui ne pourront pas se faire uniquement au niveau français. On a besoin de le faire à l'échelle européenne, en tout cas pour ces éléments d'avenir qui sont l'intelligence artificielle et le quantique. Je suis d'un naturel plutôt optimiste, mais j'avoue que sur l'avenir de notre continent et notre civilisation, pour boucler la boucle avec ce que disait Jean-Emmanuel Sauvé, de notre civilisation européenne, j'ai des incertitudes quand même sur l'avenir. Le monde va très vite. L'Union européenne et globalement le continent européen n'a pas su prendre le cap de cette fameuse année 2008. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu à la fois en PIB, en crédibilité, en capacité à nous remodeler, à être toujours présent dans le monde qui arrive. Et l'avenir, en tout cas, il va s'écrire, j'en suis persuadé, dans les quelques années qui viennent. Et c'est maintenant qu'il va falloir décider, parce que sinon, le fossé à rattraper sera trop important, sera gigantesque, et on n'y arrivera plus. Et cette civilisation européenne, tout ce qu'on a été en capacité de faire, finalement, depuis alors les grandes découvertes, mais même avant, moi, je la relis bien. Je trouve que notre socle commun est celui peut-être qu'il faut revisiter pour nous reprojeter dans l'avenir à nouveau. C'est nous repencher sur cette civilisation grecque qui a été notre matrice. Et la civilisation grecque, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la science, c'est l'expérimentation. Et puis, c'est aussi une capacité donc, à se projeter dans l'avenir. Et puis, cette soif de la connaissance, je crois que c'est ça qui m'a toujours le plus marqué dans cette civilisation où... je crois que c'était Malraux qui résumait ça d'une formule en disant, par rapport à ce que les Grecs ont fait, nous n'avons été en capacité depuis que de rajouter des notes de bas de page. C'est une formule de Malraux, mais c'est assez bien vu. Mais revenir à ce socle-là, parce que ce socle de rationalité, la démocratie aussi, c'est important. Et puis, je relisais ça là, pendant les vacances, et c'est aussi en Grèce, finalement, qu'est né, et là je boucle définitivement la boucle, le christianisme. Le christianisme, Saint Paul a fait le christianisme tel qu'on connaît par sa prédication en Grèce. C'est là que le christianisme est devenu, s'est ouvert aux païens, et n'a pas été seulement professé en direction des Juifs, et donc c'est en Grèce aussi, d'une certaine manière, qu'est né le christianisme. Donc nos origines et la façon dont on voit le monde, avec à la fois cette capacité de création, d'innovation, cette rationalité, elle repose là-dedans, et ça vaudrait le coup de revoir ça, mais d'urgence, pour donner un avenir à cette civilisation européenne qui vaut le coup quand même. Et je m'arrêterai là pour profiter des échanges ou questions que vous souhaiterez me poser. Merci de votre attention. Je vais me lever, ça va me réchauffer. Merci beaucoup pour cette conférence, mais j'aimerais revenir sur votre date d'entrée dans la marine et vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que 2008, c'est aussi, au-delà des ruptures que vous avez signalées, celle de la RGPP et celle de moment où la marine et les armées de manière générale sont plus consacrées à faire de l'innovation sur les organisations que de l'innovation sur les nouvelles techniques de combat et sur la réalité du combat maritime, pour parler que de la marine? Pour l'avoir vécu, je pense avoir la réponse à la question. La deuxième chose, c'est dans les perspectives que vous évoquez, il est temps en effet de se bouger, mais est-ce que notre tissu industriel est en capacité de répondre même,
je dirais, par les banquiers, par la capacité de financement, ce que faisaient avant les armées quand elles étaient un peu plus riches. En effet, on a cessé la recherche duale financée par les armées et on est en train de s'adosser plutôt à la recherche duale financée par les entreprises. On le voit dans le spatial et compagnie. Mais dans les autres domaines, il faut une ressource pour pouvoir financer ces startups. Moi, je me rends compte, même dans le métier que je fais maintenant, c'est qu'on est très frileux pour aider ces petites boîtes. On les arrose de quelques millions d'euros, ou la DARPA arrose à coups de milliards, pour parler des États-Unis. Voilà, donc quelle est votre perception sur cet épisode de 2008, et 2, cet épisode qui se profile devant nous et la capacité qu'ont les armées à financer de la recherche, de l'innovation et à s'adosser à des banques qui sont prêtes à prendre le risque. Alors, sur 2008, oui, c'est vrai que vous voyez, le changement d'organisation. Alors, donc, recruté en 2007 par la Direction centrale du commissariat de la Marine. 2008, schlac, ça disparaît. Plus de donc le fameux SCA qui est créé, et puis avec un bureau, le bureau de REM qui se balade de structure en structure pour finir, et c'était plutôt pertinent d'ailleurs, à l'état-major des opérations de la Marine. La difficulté, en tout cas sur 2008, c'est qu'on s'est vu imposer un changement permanent, mais qui nous a été imposé avec une culture très du privé qui devait s'appliquer aux armées. Et donc ça, on l'a payé, et on l'a payé cher. Et on est arrivé... Alors, il y a une deuxième chose qui a joué, je pense aussi, et là qui concerne aussi bien les armées que les administrations et sûrement les entreprises, c'est l'effet pervers du numérique. C'est-à-dire que, en fait, on est rentré dans une politique aussi d'indicateurs de performance à tout niveau, de compte-rendu via des tableurs Excel. Et en fait, ça a complètement ossifié les structures, puisque la prise d'initiative, en fait, il y a 20-30 ans, un préfet ou un prémar ou un pacha était finalement beaucoup plus libre, on va dire, et avait une capacité d'initiative beaucoup plus importante. Et en fait, le numérique, avec cette espèce de connexion permanente, fait qu'on a complètement ossifié aussi les structures où les gens n'ont plus une possibilité d'initiative, et quand ils prennent une initiative, en plus, ils peuvent être punis pour ça. Et je pense que il y a à la fois donc cette réformite permanente, qui est souvent pas à bon escient, et l'effet pervers du numérique. Je me souviens pendant la crise Covid ici, le pauvre SEM du CESM de l'époque, l'amiral Jouvence, avait reçu des demandes, donc c'était de la DRHMD, où il fallait remplir des tableurs Excel avec le nombre de personnes qui porter un masque, il fallait le remplir tous les jours. Est-ce que tous les jours, cette personne avait porté un masque, etc. Bon, il l'avait fait une fois, puis après, il avait envoyé balayer les autres en disant on a autre chose à faire. Donc, je pense que l'effet du numérique est aussi important, et ça nous a coûté effectivement très cher, et dans la capacité d'innovation, ça bride aussi beaucoup. Sur le financement, oui, on a une réelle difficulté, mais alors, il va falloir que au niveau européen, on se pose des questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargne européenne s'investit aux États-Unis, ce qui est quand même quelque chose de sidérant. C'est beaucoup plus facile. Et donc, il va falloir qu'on trouve des moyens que cette épargne s'investisse de nouveau sur le continent européen, et trouver... En France, on a quand même un génie à imaginer des taxes, à imaginer des tas de véhicules divers et variés, dont on doit être en capacité d'imaginer des véhicules pour financer, des véhicules financiers pour financer de l'innovation. Alors c'est compliqué, il y a aussi le problème effectivement du financement des activités ou des innovations ou des militaires, où effectivement à chaque fois les banques sont frileuses. On a eu une première réunion justement au cluster maritime français autour du financement de l'économie bleue. Et ce que me disaient un certain nombre de banquiers qui étaient là, c'était que quand ils avaient une start-up par exemple qui avait un modèle dual civil-militaire,
eh bien, aux yeux du régulateur, le militaire l'emportait sur le civil. Et donc, c'était tout de suite plus compliqué de financer. Et qui militait justement pour une bascule pour que le civil l'emporte sur le militaire et que ce soit plus facile de financer. Après, ce qui est sûr, c'est que nous avons aussi, alors pour le coup, j'en prends ma part, je pense que nous avons un gros effort de pédagogie aussi, nous militaires, nous les armées, à faire auprès du monde civil, qui a quand même encore du mal à voir ou à admettre que le monde est en train de changer et que la mondialisation heureuse est derrière nous et qu'il faut se préparer à des lendemains potentiellement qui peuvent être compliqués. Et ça, il faut qu'on en parle beaucoup plus, il faut qu'on arrive à aller dans des cénacles aussi qui sont un peu différents d'une autre. Moi, j'ai été frappé, par exemple, alors je pense que la prise de conscience commence à être là, sur l'index des startups du maritime, la première saison, la journaliste des Échos avait présenté l'index et en fait, je lui avais présenté les différentes grandes thématiques qui étaient mises en avant. Et donc, elle avait choisi, bon, juste autour de la naissance. La deuxième édition, là, je lui avais dit, il y avait deux tendances qui se dégagent. C'est les startups du maritime qui se tournent vers les marchés de la défense et les startups du maritime qui se tournent vers le marché des algues. Et elle m'a dit, je prends la défense tout de suite parce que c'est quelque chose, on voit dans le nombre de pages vues dans les Échos, sur le site et autres, c'est une des choses qui sont les plus lues en ce moment par nos lecteurs. Et donc, on veut leur apporter de l'information, des décryptages. Donc, il y a aussi quelque chose à travailler de ce point de vue-là pour, in fine, convaincre les milieux économiques, donc les banquiers, de financer beaucoup plus facilement. Puis, il y a des évolutions réglementaires à faire aussi, et ça ne va pas être simple. Oui. J'ai une... Pardon. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très, très intéressante. En fait, j'ai deux questions. C'est, vous parlez de l'innovation. Je ne me lève pas parce que j'ai mon manteau sur les genoux. Donc, je suis désolée. Donc, l'innovation dans le domaine des données, bon, on a compris que c'était finalement perdu, d'après ce que vous avez dit, mais... Et dans l'IA, est-ce que c'est vraiment, vraiment perdu pour l'Europe ? Et puis la deuxième question, c'est la capacité à faire monter en gamme les startups. Certes, il y a le financement, mais il n'y a peut-être pas que le financement. Alors, quels sont les autres critères qui font qu'on est incapable de faire monter en gamme nos startups, nous, Européens, et peut-être aussi nous, Français ? Alors des startups, il y en a quelques-unes qui ont réussi à faire monter en gamme. Si je prends dans le domaine de la musique, vous avez Spotify par exemple pour l'écoute de musique en ligne, qui est une boîte suédoise et qui est un des géants mondiaux. Donc il y en a quelques-uns. Mais ce qui est sûr, alors déjà on a un problème par rapport à pour les startups européennes quand on les compare aux startups américaines ou chinoises, c'est qu'en fait quand vous créez une entreprise ou une start-up, en tout cas aux États-Unis ou en Chine, vous avez un marché énorme qui est tout de suite disponible. En Europe, ce qui est plus compliqué, c'est qu'effectivement, vous créez une solution en France, après, il faut aller en Italie, en Allemagne, etc. Donc, vous n'avez pas un marché unique tout de suite disponible. Et donc, pour valoriser votre société, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça fait une barrière à l'entrée qui n'est pas simple. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, en tout cas, dans les start-up françaises, c'est qu'auparavant, elles étaient assez frileuses, c'est-à-dire elles voulaient se cantonner au marché français en se disant, une fois qu'on commence à être rentable, on va l'explorer l'international. Maintenant, ce qui m'a beaucoup frappé depuis quelques années, c'est qu'elles ont complètement changé de paradigme, c'est-à-dire qu'elles attaquent le marché américain quasiment tout de suite. Elles n'ont aucune difficulté. Mistral, par exemple, donc, ce sont d'abord les deux jeunes... reviennent des États-Unis, ils ont créé leur boîte en France, ils se lancent en France, et puis 2 mois après, ils ont attaqué le marché américain. Ils savent que c'est en fait vital pour pouvoir exister sur la scène mondiale. Et après, moi, sur les startups, je regarderais bien, parce que finalement, c'est assez comparable en termes de marché. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples à tirer d'un pays comme Israël, qui a un écosystème des startups qui est absolument fabuleux, qui a un marché qui finalement est assez étroit,
mais qui est capable de gagner des marchés à l'international, alors qui sait se positionner en fait, qui sait ne pas se disperser. C'est-à-dire qu'en France, une des difficultés qu'on a, c'est que je pense qu'on est encore dans notre grande mythologie. Il y a 30-40 ans, on entend être présent partout. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut plus être présent partout. Quand vous regardez les investissements de France Relance ou même de France 2030, etc., c'est un peu tous azimuts. On est à un moment, c'est comme pour le budget de notre pays, mais il y a un moment où il faut faire des choix. Parce que si vous saupoudrez, si vous arrosez tous les secteurs, ben vous serez présent dans aucun, au final. Et donc, il y a besoin de vraiment choisir. Et puis, ensuite, effectivement, la condition pour la réussite d'une start-up, c'est le financement, mais il y a aussi, et alors ça appartient aux entrepreneurs pour le coup, c'est cette capacité assez vite à se rendre compte que un créateur de start-up ne peut pas tout faire et qu'il a besoin de s'entourer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui se plantent à cause de ça, parce qu'on peut être un génial concepteur de systèmes, d'applications, etc. Puis en fait, on va être un DRH absolument pitoyable. On va pas être en capacité de vendre son affaire à l'extérieur. Et j'ai rencontré par exemple les dirigeants d'Alice et Bob, la start-up qui est sur l'ordinateur quantique. Et c'était assez bluffant parce que ces deux jeunes, hein, ils ont même pas 30 ans, ceux qui sont lancés là-dedans. Ils étaient en thèse. Et puis, au milieu de leur thèse, ils se sont dit, bah, tiens, on tient quelque chose, on va créer notre boîte. Et donc, ils lancent la création de leur boîte. Et en fait, au bout de 2 ans, ils avaient levé des fonds, ils avaient besoin de recruter. Et ils se sont dit, on va pas y arriver parce qu'on sait pas faire. On n'a jamais recruté des gens. On va avoir des gens qui vont être plus âgés que nous. On n'a pas non plus le carnet d'adresses à disposition pour démarcher des grandes entreprises. Et donc, ils ont été chercher Élie Girard, qui était l'ancien patron d'Atos. Et là, mais je trouve, voilà, donc preuve d'intelligence qui leur permet de se développer de façon intéressante. Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir le regard d'Élie Girard, justement, donc, qui a été patron de 2 très grosses boîtes, et sur une start-up où il me racontait qu'au départ, ça l'avait un peu surpris, puisque les premiers recrutements qu'il avait faits, c'était uniquement avec des doctorants. Alors maintenant, ils vont commencer à recruter des ingénieurs. Mais il me disait, j'étais très surpris, puisqu'en fait, la question du salaire et de la rémunération n'arrivait jamais sur le tapis. On parlait de l'intérêt, donc il me parlait de l'intérêt de la boîte, l'intérêt de qu'est-ce qu'il y avait à développer, etc. Et c'était moi qui étais obligé de leur demander à combien ils évaluaient à peu près leur rémunération. Et pour eux, ça n'était pas un problème, mais c'était pas le truc décisif. Mais donc voilà, je pense qu'il y a un ensemble de choses. Il y a, pour notre pays, en tout cas, faire des choix, arrêter de saupoudrer partout. On n'est plus la France de Napoléon III qui a été en capacité de se déployer sur des tas de secteurs. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse des choix. Donc, faisons des choix. Alors, par contre, les choix, je rejoins aussi en partie le déjeuner qu'on a eu cet après-midi. Il faut que chacun soit à son niveau. C'est-à-dire qu'une évolution du personnel politique et, je pense, de la fonction publique dont on a mal mesuré les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, il y a 20 ans, on a beaucoup moins de scientifiques en fait dans la fonction publique et dans le personnel politique. Et ce qui fait que des choix sont opérés, on parlait du nucléaire, du renouvelable, etc., un peu sans avoir tous les éléments en tête. Et donc, pour les choix d'investissement, ce serait bien d'avoir des éléments croisés. Vous voyez, quand on a construit le jury de l'index des startups, on a pris des gens qui venaient de tous les horizons, c'est-à-dire qu'on a à la fois des financiers qui viennent de fonds, de banques, des spécialistes du maritime, les pôles mer, etc. On a même un représentant d'ONG.
Mais on a croisé un peu tout ça pour avoir des regards qui, au final, vont s'équilibrer. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important. Il ne faut pas que ce soit uniquement le politique qui décide de là où il faut investir. Sinon, il peut y avoir quelques erreurs. Oui, moi, j'ai deux questions un peu liées. Enfin, bon, première, je pense avoir la réponse, mais j'aime autant que vous confirmiez. C'est les Anglais dans tout ça. Est-ce que c'est l'Europe politique ou l'Europe au sens large? Et la deuxième question, c'est est-ce que les États-Unis ont une langue commune, même s'il y a beaucoup de chicanos qui ne parlent pas bien l'anglais, mais enfin, quand même, une langue commune. Les Chinois ont une langue commune, bon, enfin, ils ont au moins une écriture commune. Et puis, d'après ce que j'en sais, la plupart, quand ils apprennent à écrire, ils l'apprennent en mandarin. Enfin, le mandarin est la langue dominante en Chine. Et donc, est-ce qu'en Europe, il ne nous manque pas une langue commune, finalement? Alors, aujourd'hui, ça serait la langue commune. La plus commune, c'est l'anglais, donc ce qui est paradoxal, puisque les Anglais ont quitté l'Europe politique. Et je sens, alors, l'anglais est de plus en plus utilisé, mais enfin bon, est-ce que c'est pas un petit handicap de ne pas avoir une langue commune? On a une langue commune qui est effectivement l'anglais du pauvre. Enfin, on parle tous un espèce d'anglais appauvri entre Européens. On arrive à peu près à se comprendre comme ça, quoi. Mais je pense que non, la difficulté principale, c'est qu'en fait, je crois qu'on est un ensemble. D'abord, l'Union européenne doit être fondée, c'est-à-dire qu'on l'a pensée, on l'a construite sur au moment de la chute du mur. Donc en fait, et puis globalement, elle n'a pas tellement changé avec la chute du mur, mais en fait, on l'a construite pour éviter la guerre entre les États qui la composent. Voilà. Et depuis, on n'a pas forcément revu le modèle. Donc il y a cette question-là. Mais je pense qu'une des questions les plus complexes, c'est qu'en fait, chacune des nations qui composent l'Union européenne a du mal à abandonner la vision qu'elle a d'elle-même, c'est-à-dire que la France se voit encore comme un grand empire, ce qu'elle n'est plus. C'est encore un État qui compte et important, une nation qui compte, importante, mais elle n'est plus ce qu'elle était. D'ailleurs, peut-être que le fait d'être contraint de quitter l'Afrique va nous aider de ce point de vue-là à faire un peu cette révolution. Mais quand on regarde c'est pas propre à la France, parce que quand on regarde les autres nations, il y a un peu cette même vision où l'Italie se voit encore beaucoup plus grande qu'elle n'est. L'Allemagne, c'est un peu la même chose. Et en fait, tant qu'on ne sera pas arrivé à réaliser qu'on a besoin des autres et que finalement, globalement, on a des choses en commun. Alors, on a plein de choses qui nous opposent aussi, mais qu'il y a quand même un peu plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous désunissent. Mais il va falloir rebâtir des choses et puis construire une union politique qui soit un petit peu différente, sans doute beaucoup plus géopolitique aussi, par certains côtés. Mais c'est un gros travail. On verra avec les élections allemandes qui arrivent souvent importantes. Il y a besoin aussi, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis le départ, à écouter beaucoup plus les pays d'Europe centrale et orientale. On les a toujours considérés comme des sous-développés, mais enfin aujourd'hui, la Pologne peut nous en remonter, la Tchéquie aussi. Et il faut qu'on soit en capacité de changer notre logiciel. En plus, le couple franco-allemand est quand même plus que souffretant, et donc il va falloir changer de nos manières de faire. Mais en fait, de là découlera beaucoup de choses. Si on est en capacité de le faire, notamment d'écouter les autres pour nous, France, et puis aussi de s'investir en Europe. Moi, je suis sidéré de la manière dont notre pays ne s'est jamais réellement investi dans les institutions communautaires. C'est-à-dire pas, on sait le faire, on a un président de la République, quel que soit son bord politique, qui au Conseil européen est présent, évidemment les ministres aussi, mais dans les administrations, jamais. À la DG Marais, jamais. Et à la DG Marais, on sait bien comment ça se passe, comme dans toutes les grandes directions générales européennes. Il faut y aller, il faut discuter, et puis il faut faire passer, il faut faire du lobbying, comme tout le monde le fait. Et ça, on ne le fait pas. Et donc, il faudra peut-être un jour s'y mettre, quoi. Après une question, j'ai dit les Anglais, mais je veux dire le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, bah, ça dépendra surtout du Royaume-Uni. Enfin, ils sont peut-être pas mal dans cet entre-deux, et pour nous, c'est peut-être pas mal qu'ils soient dans cet entre-deux. Ah ben ils étaient très très présents et très efficaces, oui. Ouais, très. Bonjour, Charles Kuhn.
Oui, avant de poser vraiment la question, je voudrais faire une petite digression historique sur les innovations qu'on a perdues. L'autre jour, j'ai regardé sur une chaîne d'information du service public, Antenne 2 pour ne pas la nommer, que le Coca-Cola, l'origine du Coca-Cola, le breuvage, eh bien, ça vient du vin Mariani. Voilà. Donc, par la suite aussi, une innovation qu'on a perdue, c'est la canette, qui avait été déclinée par Orangina et qui a été adoptée par Coca-Cola. Le système de télé Trinitron avait été décliné par Pathé Marconi et qui a été adopté par Sony, le japonais. Et puis là, ces derniers temps, la voiture thermique, la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, on sent que nous avons des pesanteurs, des récalcitrantes vers tout ce qui est innovant, la voiture électrique. Ce qui fait que les Chinois qu'on avait éconduits pour des normes de sécurité insuffisantes concernant leur voiture thermique, eh bien, ils reviennent en force. Ils vont se dire, bon, ben, dans ce cas-là, on va jouer dans une autre cour. Et puis, la cour, ben, c'est la voiture électrique, dans laquelle on est en train de perdre la bataille. Alors, ce qui fait que j'ai réfléchi, je me suis dit, je crois que ce sont les pouvoirs publics qui remontent, pas seulement les pouvoirs publics politiques, mais sociétales. On a combattu, mais alors, je crois même avec une haine, sur la dictature des maths. La dictature des maths dans la filière éducation nationale. On est passé donc des catégories ABC. Il y avait une catégorie, la C, qui était dédiée aux maths. Après, on a dit non, faut englober ça, noyer ça dans c'est la filière S. Et puis après, maintenant, il n'y a même plus de filière scientifique, comme S comme scientifique. Il n'y en a même plus. Il y a une haine contre les maths, contre cette dictature, d'où ce mal sociétal de l'absence de culture scientifique, et qui a pour déclinaison la prolifération, notamment pendant le Covid, mais des théories vraiment complètement loufoques, ou qui passent au niveau du citoyen lambda, parce qu'en l'absence de culture scientifique. Donc, ma question, vous avez évoqué le domaine où on aurait un avantage compétitif, ce qui est le quantique. Alors, est-ce que et cette affaire dans les 5 ans, c'est maintenant, parce que dans les 5 ans, c'est trop tard. Vous aviez dit. Alors, compte tenu du fait que notre actuel président de la République avait, en 2017, porté sur les fonds baptismaux le concept de Startup Nation, est-ce que ce concept va pas péricliter avec la fin de la présidence Macron? Sans faire de politique politicienne, bien entendu. Je pense pas, dans le sens où c'est très sociologique, en fait, la création de ces startups. Et encore une fois, je suis frappé par le nombre de ces jeunes générations qui veulent plus de chefs et qui préfèrent créer leur boîte plutôt qu'autre chose. Donc, non, des boîtes, alors on leur donnera peut-être un autre nom, ce ne sera pas des startups, ce sera autre chose. Mais enfin, de toute façon, il y aura toujours cette création de boîtes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Enfin, pour notre pays, donc je pense pas. Il peut y avoir des choses qui vont
périclité avec un autre président, mais globalement, les structures qui ont été mises en place, c'est-à-dire à la fois notamment la BPI, cet écosystème des startups, le fait qu'il y ait des incubateurs qui soient privés, Station F et accueille des startups sur un modèle privé, on a pas mal d'incubateurs qui sont privés. Le mouvement est lancé et de toute façon, du côté des entreprises privées, ça ne changera pas non plus. C'est-à-dire que les grandes entreprises veulent aussi être à l'écoute de ces choses-là. Donc je ne vois pas d'inflexion dans ce domaine-là. Je me permets de revenir sur les causes, les antécédents de cette difficulté des Européens de développer une puissance économique et innovatrice comparativement aux États-Unis qui ont... Est-ce que ça fonctionne? Oui. Comparativement aux États-Unis qui ont cette puissance de développer des grandes institutions, des grands groupes qui rayonnent dans le monde entier. Il faut peut-être revenir un peu à l'histoire de l'Europe, des puissances européennes, où, vous l'avez évoqué à un moment, c'est la Grèce et ensuite l'Église catholique qui, en quelque sorte, ont réussi à établir une forme de puissance à la suite de l'Empire romain. S'il y a eu une époque où il y a eu une puissance qui s'est établie sur une grande partie de l'Europe, ça a été l'Empire romain. Par la suite, les autres empires, que ce soit l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, que ce soit l'Empire espagnol, portugais ou français ou britannique, ils ont toujours travaillé seuls et n'ont pas réussi par la suite, après leur grande période impériale, n'ont pas réussi à se regrouper en une seule puissance. Par ailleurs, les États-Unis n'ont pas eu cette période de puissance locale. D'office, à partir du XVIIe siècle, elles se sont établies et se sont agrandies, ont étendu leur territoire en un seul territoire, en un seul État. Et ils cherchent encore à se développer, comme on le sait. Et maintenant, on peut comprendre que pour les Européens, c'est d'autant plus difficile de se regrouper en une seule puissance après avoir connu des puissances isolées, des empires isolés, qui pouvaient travailler un peu avec les autres, mais enfin très peu quand même. Ils étaient surtout en rivalité. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop ambitieux d'imaginer que l'Europe peut devenir une puissance aussi avec autant de cohésion qu'un État comme les États-Unis? Ça, effectivement, je pense que ça peut être complexe, mais sur la différence entre les États-Unis et l'Europe, je reviendrai sur le bon niveau de placement du politique et la façon de bien organiser les choses. Sur l'innovation aux États-Unis, ça marche aussi parce que le politique reste à sa place en étant neutre, agnostique technologiquement. Quand vous avez les financements, par exemple en crédit d'impôt de Biden, le fameux paquet IRA, c'est un crédit d'impôt qui finance n'importe quelle techno à partir du moment où elle est zéro émission. En Europe, le politique au niveau de la Commission européenne va dire on finance, mais ce sera telle techno, pas celle-là, oui, et ainsi de suite. Et ça, c'est une différence d'approche qui est fondamentale. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous donnez des grands objectifs, et puis le privé joue son rôle et se débrouille. Mais vous ne mettez pas de barrière, vous ne mettez pas d'impératif. Alors que, et c'est pour ça que je faisais mon détour par la Grèce, c'est-à-dire qu'il faut arrêter... Enfin, il faut laisser libre cours à l'innovation, la création. C'est-à-dire qu'en Europe, on peut très bien arriver à avoir des réglementations semblables, c'est-à-dire
on veut des technos zéro émission, débrouillez-vous, et on ne veut pas savoir quelle techno vous allez prendre. Parce que de toute façon, ce n'est pas le rôle du politique. Le politique ne peut pas savoir s'il vaut mieux du nucléaire, pas du nucléaire, du renouvelable, pas du renouvelable, de l'électrique, autre chose, des technos différentes qu'on va inventer. C'est surtout, déjà, si on était clair au niveau de ce positionnement-là, l'Europe serait beaucoup plus innovante. Après, de là à dire qu'elle deviendra une puissance, ça, effectivement, on n'en est pas là. Mais aujourd'hui, la question, c'est quand même d'arriver à toujours être dans le jeu, dans le match, dans 25, 30, 40, 50 ans. Et ça passe par par une compétitivité, un savoir-faire technologique et une capacité à développer son économie. Après, sur le politique, on a le temps, on verra. Je pense qu'on n'aura jamais une fédération d'États européens, ou en tout cas pas avant 50, 70, 80 ans, parce qu'il y a trop de différences. Mais on peut au moins réaliser des choses en commun et faire en sorte qu'on ait un terreau d'innovation qui nous permette de faire grandir des grosses boîtes européennes. Ok, s'il y a peut-être plus de questions, est-ce que ça marche mon appareil? Oui. Pour vous remercier, Cyril, c'est vrai que ce que vous avez dit, je me retrouve complètement, personnellement. Même en 2008, en ce qui me concerne, ça a été une bascule, pour deux raisons. Parce que d'abord, j'ai réussi à faire en sorte de commander 2 magnifiques navires flambant neufs pour 250 millions d'euros, capables d'aller dans les régions polaires. Mesdames, aujourd'hui, c'est effectivement cette actualité, si je comprends bien, tout le monde a un peu froid, capable effectivement d'être le premier navire sous pavillon français à passer le nord-ouest. Mais également parce que cette année-là, il y a eu effectivement, en ce qui me concerne, un événement majeur qui m'a fait une publicité mondiale, qui était les Pirates du Ponant. Donc une belle histoire de pirates, une histoire de pirates qui se termine bien plutôt. Et donc ça a effectivement permis à ma compagnie de passer un cap, de rentrer dans un monde nouveau, de l'investissement et de la publicité. Ça fait partie effectivement des clés du succès. Et après, effectivement, l'innovation, derrière l'innovation, ce sont des idées, systématiquement. Et pour innover, il faut être créatif. Souvent, on part d'une page blanche. Il faut être toujours avant les autres. Il n'y a pas de créateurs d'entreprises qui ne sont pas innovants quelque part. Si vous faites exactement pareil que les autres, il n'y a pas de grande différenciation. Donc souvent, les créations d'entreprises, ça s'appelait comme ça. Personnellement, j'ai démarré en 88, effectivement, on ne voit pas le jour où il se passe pas. Derrière l'innovation, il y a des idées, mais derrière les idées, pour les réaliser, il faut des financements. Et c'est vrai que le système bancaire n'est pas très aidant pour financer des projets. L'épargne, incontestablement. Ça a été de l'épargne maritime. Un appel public à l'épargne, après avoir obtenu un visa de la Commission des opérations de bourse, pour faire convaincre 220 investisseurs pour démarrer, avec des petits marins que nous étions, effectivement donner sa chance à ces petits jeunes de la marine marchande pour pouvoir démarrer, avec gros montants déjà pour l'époque. Certes, on parlait encore en francs français, mais quand même, presque 150 millions de francs français pour lancer notre premier bateau, le Ponant. Derrière tout ça, c'est le modèle économique. S'il n'y a pas un modèle pérenne, alors ça peut prendre du temps. On peut mettre du temps à réaliser le modèle, mais il faut vraiment avoir un modèle cible pour être sûr que effectivement ça puisse fonctionner. Après, on navigue là aussi entre les icebergs. C'est pas évident au sens figuré. Il faut pouvoir effectivement se remettre en cause souvent, mais par contre, il faut toujours avoir une cible, un modèle qui soit pérenne, qui puisse fonctionner. S'il n'y a pas de modèle économique, c'est généralement les innovations, en tout cas, ce qui concerne le privé, c'est loin d'être évident. Et après, ce que j'ai remarqué aussi, et je me l'ai appliqué pour pouvoir réussir, effectivement, notre projet de création d'entreprise, c'est le goût du risque. Il faut aimer prendre des risques, ce qui n'est pas facile. Et souvent, c'est jeune. Arrivé à un certain âge, c'est fini. On n'est plus dans le goût du risque. Par contre, quand on est jeune, oui, c'est d'où toutes ces créations d'entreprises, ces start-up, c'est souvent des jeunes. Parce qu'on n'a pas la même problématique. Bref. Ça fait partie, effectivement, de ce qui est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on ne cultive pas le goût du risque assez. Je trouve. Et puis derrière le goût du risque, surtout au début, ce sont des efforts personnels. Pendant des années, souvent,
hein, par rapport à une carrière que vous déroulez normalement voilà, quand vous avez 20, 30 ans, 40 ans. Pendant des années, il faut faire des efforts personnels pour réussir. Donc c'est beaucoup de contraintes en fait. Par contre, moi qui l'ai vécu, partons d'une page blanche, quand le résultat est au bout de la route, quand on arrive à bon port, effectivement c'est beaucoup de satisfaction, y compris quand on développe de nouvelles idées dans le maritime. Et ce qui est extrêmement satisfaisant actuellement, je trouve, c'est que c'est effectivement c'est foisonnant d'initiatives, le monde maritime, dans tout un tas de domaines du monde maritime, bien sûr, du reste. Hein, bien. Et ça, je pense que c'est porteur d'avenir. En tout cas, s'il n'y a pas ça, il ne se passera pas grand-chose. Alors après, pour revenir effectivement, Cardinal Lavigne, il y aura effectivement, et il y a systématiquement beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quand on se lance dans l'entreprise, quand on innove, mais en tout cas, c'est essentiel pour la vitalité économique d'un pays. Et on vous remercie pour votre intervention. Alors vous êtes déjà couvert de trophées de l'Académie, mais je vais avoir quand même le plaisir de vous en remettre un nouveau. Voilà, pour vous remercier. Je pense qu'on peut remercier. Voilà, si